Salut, je m'appelle Hélène. J'ai regardé une vidéo sur cette chaîne où une fille disait « Mes parents aiment ma petite sœur plus que moi » et se plaignait de la façon dont il traitait sa sœur mieux qu'elle. J'ai été très touchée par l'histoire de cette fille parce que je vis quelque chose de similaire. Mais dans notre maison, il n'y a que ma mère qui fait de la discrimination entre ses enfants. Mon père ne ferait jamais une telle chose. L'objet de l'affection de ma mère, celui qu'elle aime le plus, c'est mon frère Adam. Mais ne vous méprenez pas. Je ne pense pas que ce soit la faute de mon frère. C'est celle de ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est très tolérante et affectueuse envers Adam. Mais avec moi, elle me donne des ordres et me critique tout le temps. Pour ma mère, mon frère est toujours la priorité. Moi, par contre, je passe après. Par exemple, ça, c'est l'ancien téléphone de mon frère. C'est celui que j'utilise actuellement. J'ai presque fini le lycée, mais mes parents ne m'ont toujours pas acheté de nouveaux téléphones. Ils m'ont toujours donné un de leurs anciens téléphones. Le mois dernier, ils ont acheté à Adam un téléphone tout neuf et j'ai récupéré son ancien. Même s'il a 5 ans de moins que moi, c'est moi qui reçois les objets de seconde main. Normalement, c'est censé être l'inverse. Donc je suppose que ça fait de moi une exception. Comme je l'ai dit au début, mon père nous aime vraiment, mon frère et moi. Il ne nous traite pas différemment. Mais il travaille beaucoup et n'a pas trop de temps libre. C'est donc ma mère qui est chargée de choisir tous nos cadeaux. Je vais dresser la liste de tous les cadeaux que ma mère nous a récemment offerts. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce que je vis. 1. Un ordinateur portable pour mon frère, un micro de karaoké pour moi. Oui, un micro de karaoké. Quand je lui ai demandé « Pourquoi tu m'as acheté ça ?», ma mère m'a répondu « Tu chantes toujours pour toi-même dans ta chambre. » C'est pour ça que j'ai pensé que ça te plairait. 2. Un super vélo pour Adam. Un livre sur Albert Einstein pour moi. L'explication de ma mère est que j'adore lire. Oui, j'adore lire. Mais vous ne trouvez pas ça injuste que mon frère ait un vélo et moi un livre? Et enfin, un smartphone super cher pour mon frère et une bougie parfumée à la cannelle pour moi. Je répète, un smartphone pour mon frère, une bougie pour moi. J'ai été choquée quand on a ouvert nos cadeaux. Mon visage était rouge de colère quand j'ai dit « Maman, c'est une blague !» Ma mère a fait semblant d'être vraiment surprise et a dit avec colère « Hélène, tu adores la cannelle. Ta chambre sentira super bon. » Ah, tu exagères. Tu n'es jamais satisfaite. Je ne peux rien dire, même si je suis toujours traitée injustement. Pourquoi? Parce que ma mère pense qu'elle peut me marcher sur les pieds, juste parce que c'est ma mère. Elle me fait taire à chaque fois sans même écouter ce que je dis. Elle ne me laisse jamais lui répondre. Elle a toujours raison parce qu'elle est la mère. Elle est plus intelligente que tout le monde parce qu'elle est la mère. Elle est la seule à savoir ce qui est juste parce qu'elle est la mère. Je peux vous donner 1000 exemples d'elle nous traitant différemment. Par exemple, elle pense qu'Adam est doué dans tous les domaines possibles et bien sûr, elle l'encourage tout le temps. Mon frère regarde quelques vidéos d'échecs sur YouTube, alors ma mère sort et lui achète un joli jeu d'échecs. Ou bien il voit son ami jouer de la guitare et en veut une aussi, alors elle lui en achète une tout de suite. Ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'Adam les oublie au bout de quelques jours et passe à autre chose. Et pourtant, ma mère continue de lui acheter de plus en plus de choses. Mais quand il s'agit de moi, elle fait exactement tout le contraire. Depuis que je suis petite, j'adore dessiner. Je pense que je suis même plutôt douée. Pendant un moment, je m'intéressais à la peinture à l'huile. Je regardais des tutoriels de peinture à l'huile sur YouTube toute la journée, l'un après l'autre. Même si je demandais sans cesse à ma mère de m'acheter du matériel, elle ne l'a jamais fait. J'ai donc économisé mon argent de poche et j'en ai commandé. Une fois que le matériel est arrivé, j'ai commencé à faire des essais sur la toile. Quand ma mère est entrée dans ma chambre, elle a vu les tubes de peinture à l'huile, les pinceaux et la toile. Elle a ri et m'a dit « Tu ne penses pas que c'est un peu trop pour quelqu'un qui ne sait dessiner que des bonhommes bâtons ?» Ok, je sais que je ne suis pas Frida Kahlo. Mais vous ne trouvez pas que c'est tout simplement méchant de dire ça à sa fille? Elle me traite ainsi depuis si longtemps que je me demandais si toutes les mères étaient comme ça. Et j'exagère à peine. Mais mes amies ont des relations assez normales avec leur mère. Elles s'entendent très bien. Certaines sont même amies avec leur mère. Ma mère, par contre, me critique tout le temps. Mes hobbies, mes vêtements, les séries que je regarde, ce que je mange. Elle critique toujours tout ce que je fais, littéralement tout. Elle me surveille tout le temps. C'est comme si elle voulait absolument trouver de quoi me critiquer. Vous savez ce qui est le pire? Je pense que ma mère se comporte de cette façon à cause de la discrimination de genre. Ça veut dire qu'elle n'aime pas plus mon frère parce qu'il est plus jeune, mais parce que c'est un garçon.
Je peux aussi vous donner des exemples de ça. Par exemple, même si je veux vraiment aller à l'université, mes parents n'ont pas l'intention de m'y envoyer. Mais même si mon frère n'a que 12 ans, on sait déjà qu'il étudiera à l'université, le génie chimique. Vous savez pourquoi? Car mon père possède une entreprise qui produit des ustensiles de cuisine en plastique. Ma mère veut qu'Adam étudie le génie chimique pour qu'il puisse diriger l'entreprise plus tard. Vous voyez donc que ma mère prépare mon frère à reprendre l'entreprise familiale à terme. Et elle ne pense pas que je pourrais le faire. Parce que ma mère pense qu'une usine ne peut être dirigée que par un homme, c'est-à-dire mon frère. Je sais très bien que la vraie raison est la discrimination de genre. Mais ma mère ne l'accepte pas. Une fois, quand on parlait de l'université, elle a dit « Chérie, malheureusement, je ne suis pas sûre que tu réussirais à l'université. » J'ai demandé « Maman, pourquoi tu dis ça ?» Comme si elle ne voulait pas me contrarier, elle a dit « Tu sais pourquoi. » « De quoi tu parles ?» J'ai insisté. Et elle a répondu « Tu as oublié le test ?» J'étais tellement choquée quand elle m'a dit ça. Quand j'avais 13 ans et qu'Adam en avait 8, ma tante, qui est psychologue, nous a fait passer un test de QI. C'était un simple test fait pour les enfants. Je ne pensais pas qu'il fallait le prendre au sérieux. Les résultats du test disaient que mon QI était de 105 et celui de mon frère de 115. Selon ma tante, obtenir 90 à 110 points indique une intelligence moyenne, alors que 110 à 120 points indique une intelligence supérieure à la moyenne. D'après ce simple test, ma mère a conclu que je n'obtiendrais pas de bons résultats à l'université. Selon elle, seul mon frère pourrait aller à l'université, parce qu'il a une intelligence supérieure à la normale. Donc, si pour une raison ou une autre, j'avais obtenu moins de 90, ma mère aurait pensé que j'étais bête. Je me suis énervée contre ma mère, après ce qu'elle a dit à propos du test de QI. Et malheureusement, j'ai fait quelque chose que j'ai regretté plus tard. Quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est la première fois que je l'admets. Je suis allée aux toilettes et j'ai pensé à ma mère disant « Tu ne pourras pas aller à l'université parce que tu n'es pas aussi intelligente que ton frère. » Ça m'a vraiment blessée qu'elle puisse penser ça. J'ai commencé à pleurer. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué la brosse à dents de ma mère. Alors je l'ai prise et je l'ai trempée dans la cuvette des toilettes. J'ai cru que je punissais ma mère. C'était quelque chose que je n'aurais jamais dû faire et que j'aimerais ne jamais avoir fait. Ma mère s'est probablement brossé les dents avec cette brosse à dents ce soir-là. Après m'être couchée, j'ai profondément regretté ce que j'avais fait. Je me suis levée, je suis allée à la salle de bain et j'ai nettoyé sa brosse à dents. Contrairement à ma mère, ma grand-mère nous aime autant, Adam et moi. Pour nos anniversaires, elle nous achète les mêmes cadeaux. Quand elle nous donne de l'argent, elle nous donne à tous les deux la même somme. J'aimerais que ma mère soit plus comme sa propre mère. Une fois, ma grand-mère, ma mère et moi, nous sommes allés faire du shopping. On devait acheter des robes pour le mariage de ma cousine. On est entré dans un magasin pour chercher une robe pour moi. J'ai choisi 3 robes à essayer. Pour chaque robe, je sortais de la cabine pour les montrer à ma mère et à ma grand-mère pour voir ce qu'elles en pensaient. Pendant que ma grand-mère faisait des commentaires, ma mère n'a pas dit un mot. Quand j'ai montré la dernière robe, j'ai dit « Maman, tu n'as rien dit. » Vous savez ce qu'elle m'a dit? « Hélène, malheureusement, aucune robe ne te va bien. Ne sois pas triste, ce n'est pas de ta faute. Physiquement, tu as pris les gènes de ton père. Personne du côté de ton père n'est beau, peu importe ce qu'il porte. Ton frère, par contre, a hérité de mes gènes. Tout lui va, donc c'est facile de faire du shopping pour lui. Je pense qu'on devrait accepter ça comme un fait et ne plus perdre de temps à faire du shopping pour toi. » Oui, c'est exactement ce que ma mère a dit. Et évidemment, ma grand-mère et moi étions choqués. En essayant de cacher sa colère, ma grand-mère a dit « Pourquoi es-tu si méchante? Hélène est une très jolie jeune fille. Elle est très belle, peu importe ce qu'elle met. Tu dois avoir un problème aux yeux. » Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Ma Hélène chérie, les 3 robes te vont très bien. On les prend toutes. Je vais à la caisse pour payer. Tu pourras décider plus tard laquelle porter au mariage. » Comme je m'étais habituée au comportement de ma mère, je ne me suis pas trop énervée ce jour-là, mais ma grand-mère était furieuse. Les amis, ça fait vraiment du bien de vous raconter tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. C'est vraiment injuste que les parents favorisent un enfant plutôt qu'un autre. Je suis sûre que certains d'entre vous vivent une situation similaire. En écrivant votre expérience, vous vous sentirez beaucoup mieux. J'attends vos commentaires. À bientôt! Salut les amis, je m'appelle Amélie. Je suis atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare. Cette maladie est si rare qu'il n'y a que 400 cas connus dans le monde entier. Et je suis l'une d'entre eux. Je suis sûre que vous serez choqués en découvrant ce que c'est. Vous ne le croirez peut-être même pas. Au fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant si vous voulez savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Tout d'abord,
d'abord, je veux vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans, parce que c'était la première fois que mes parents ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une forêt près de l'endroit où nous vivions. Parfois, nous allons y camper. Lors d'une de ces sorties, alors que ma mère préparait le dîner, mon père et moi sommes allés chercher du bois pour allumer le feu. Soudain, on a entendu ma mère crier. Évidemment, mon père est retourné vers elle en courant. Il s'est avéré qu'un énorme serpent avait grimpé sur la table et se tenait là, juste à côté de la nourriture. Mon père a dit à ma mère, « Chérie, ne panique pas, je vais m'en débarrasser tout de suite. » Mais tout ce qu'il a pu faire, c'est essayer de repousser le serpent en faisant des bruits étranges. Entre-temps, j'avais remarqué que le serpent était à côté du gâteau au chocolat. Alors, sans même y penser, je me suis approchée du serpent et je l'ai attrapé par l'arrière de la tête. Puis je l'ai jeté au loin pendant que mes parents me regardaient avec incrédulité. Le serpent était probablement aussi choqué qu'eux. Il a rapidement disparu dans la forêt. Quand ma mère a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai juste dit « Il allait manger notre gâteau !» Bien sûr, ce que j'avais fait était incroyablement dangereux. Si le serpent m'avait mordu, j'aurais pu tomber malade ou même mourir. Alors comment avais-je pu faire quelque chose d'aussi courageux alors que je n'avais que 6 ans? Je l'ai fait uniquement car je suis incapable de ressentir la peur. Je n'ai peur de rien. Ça peut sembler bien quand je le dis comme ça, mais c'est une maladie génétique et ce n'est certainement pas quelque chose à envier. Les gens ont 6 émotions. 1, la joie. 2, la tristesse. 3, le dégoût. 4, la surprise. 5, la colère. Et 6, la peur. Toutes ces émotions sont créées par le cerveau. Le cerveau décide quelle émotion on doit ressentir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais que se passe-t-il si votre cerveau n'est pas familier avec l'une de ces 6 émotions? Exactement. Vous ne pouvez pas la ressentir. C'est le problème avec les gens comme moi. Notre cerveau ne sait tout simplement pas ce qu'est la peur. Ça signifie que je suis la personne la plus intrépide que vous pouvez rencontrer. Mais ce n'est pas quelque chose dont je peux être fière. Parce qu'être sans peur est beaucoup plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. À cause de ça, des choses désagréables m'arrivent. À plusieurs reprises, j'ai même été confrontée de près à la mort. Il y a un parc non loin de mon école. Parfois, mes amis y vont après l'école pour s'asseoir et discuter. Une fois, un homme a arraché un sac à main d'une femme assise sur le banc à côté de nous et a commencé à s'enfuir. Quand il est passé devant nous, je lui ai fait un croche-pied. L'homme a trébuché et est tombé à plat ventre et le sac lui a échappé. Bien sûr, elle était très heureuse de ce que j'avais fait. Elle m'a remercié encore et encore. Mais en même temps, ce que je venais de faire était bien trop dangereux pour quelqu'un de mon âge. L'homme aurait pu avoir un couteau ou même un pistolet. Et il aurait pu me blesser de tant de façons pour l'avoir entravé. Ce jour-là n'est qu'un exemple parmi d'autres du genre de situation dangereuse dans laquelle mon trouble pouvait me mettre. Alors, ai-je pu changer mon comportement suite à ça? Bien sûr que non. Comme je ne sais pas ce qu'est la peur, les mauvaises expériences n'ont malheureusement aucun effet sur moi. Peu importe ce que je vis, je continue à agir sans peur. Vous pourriez dire, d'accord, tu n'as peut-être pas peur, mais tu devrais utiliser ta tête. Dans de telles situations, protège-toi même si tu n'as pas peur. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que, normalement, quand les gens ont peur, leur cœur bat très vite. Ils ont le souffle court et leurs paumes deviennent moites. Je ne comprends pas que je devrais avoir peur parce que rien de tout ça n'arrive à mon corps. D'ailleurs, je ne suis pas stupide. Mon QI est dans la moyenne. Je n'ai pas non plus de problème de mémoire. Je n'oublie pas les mauvaises choses qui m'arrivent. Mais malgré tout, quand je vois une grosse araignée, je l'attrape à main nue sans même y penser. Ça ne me va pas à l'esprit de me protéger car mon cerveau ne me signale pas que j'ai peur. C'est pour ça que je peux faire toutes ces choses qui peuvent vous paraître insensées. Bien sûr, il existe des gens courageux. Mais, comme vous l'avez compris, ce trouble est différent d'être courageux. C'est bien plus que ça. Par exemple, avant de traverser, on devrait vérifier s'il y a des voitures qui arrivent. Les gens comme moi ont même des problèmes avec quelque chose d'aussi basique. Malheureusement, la plupart du temps, je traverse sans regarder. Je vais vous dire un truc encore plus étrange. Vous approchez-vous des animaux sauvages en sachant qu'ils pourraient vous déchiqueter? Des gens comme moi pourraient le faire. Pendant ma première année de collège, on a fait une sortie de classe au zoo. Au bout d'un moment, on est arrivé à l'enclos des tigres. On a vu qu'il y avait 2 tigres adultes et un petit avec eux. Le petit tigre était, bien sûr, super mignon. Soudain, j'ai eu une envie irrésistible de le caresser. Il y avait un mur et un fossé qui nous séparaient des tigres. Je me suis dit que je pouvais sauter en bas, traverser le fossé à la nage et caresser ce petit tigre autant que je le voulais. J'ai donc décidé de le faire et j'ai commencé à grimper par-dessus le mur. Heureusement, la professeure a vu ce que je faisais et a pu m'attraper avant que je ne saute en bas.
Amélie, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle! A-t-elle crié. Comme je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, j'ai essayé de m'expliquer en disant « Je voulais juste caresser le petit, puis partir ». Après cet incident, mes parents m'ont emmenée chez un thérapeute. Ils savaient que j'étais une enfant courageuse, mais là, c'était un peu trop. Le thérapeute m'a posé beaucoup de questions sur des incidents similaires qui m'étaient arrivés dans le passé. Après, il a dit à mes parents « Il semble que le problème d'Amélie ne soit pas psychologique » et les a orientés vers un neurologue. J'ai appris que les neurologues sont spécialisés dans les questions liées au cerveau. Ils m'ont fait passer de nombreux tests neurologiques. Par exemple, lors d'un test, le médecin m'a montré des photos de visages de personnes et m'a demandé comment elles se sentaient. Pour la première photo, j'ai dit « Il rit, donc il est heureux ». Pour la prochaine, elle pleure, donc elle est triste. Sur la troisième photo, il y avait une femme qui criait. J'ai dit « Elle crie, donc… » Et je me suis tue. Je me rends compte que ça semble fou, mais quand je vois le visage de quelqu'un qui a peur, je ne comprends pas qu'il a peur. Mon cerveau est non seulement incapable de créer la peur, mais il ne comprend pas non plus que d'autres personnes ont peur, car il n'a aucune idée de ce qu'est cette émotion. Comme mon cerveau ne le sait pas, je ne le sais pas non plus. Après ces tests, les neurologues m'ont donné un diagnostic définitif, trouble de l'absence de peur. Comme il s'agit d'une maladie génétique très rare, je suis devenue un cas d'étude dans la littérature médicale. De temps en temps, des scientifiques viennent me voir et effectuent de nouveaux tests. Les recherches sur ce trouble se poursuivent, car sa cause est encore inconnue. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas non plus de traitement. Je devrais vivre avec pour le reste de ma vie. Alors, y a-t-il des avantages à avoir ce trouble? Heureusement, oui. Je n'éprouve aucune des craintes qui rend la vie plus difficile aux gens. Par exemple, je n'ai jamais eu peur de passer des examens. Et ça a toujours eu un effet positif sur mes notes. Je n'ai pas non plus peur de parler en public. Comme je suis très à l'aise, je finis toujours déléguée dans les réunions parents-professeurs. Je n'ai pas non plus de phobie, comme la peur des espaces clos ou la peur des clowns. Et je n'en aurai jamais. Enfin, je dors toujours comme un bébé quand je prends l'avion. Je n'ai jamais peur, même si l'avion tremble beaucoup en cas de turbulence. Une fois, alors qu'on volait dans un orage, j'ai vu la foudre frapper un des moteurs de l'avion. J'ai ri et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit « Amélie, ne me dis pas ces choses-là! Tout le monde n'est pas aussi courageux que toi !» Mes amis m'ont dit que la peur peut être agréable dans certaines situations. Bien sûr, je passe à côté de tout ça. Par exemple, je n'aime pas les films d'horreur parce qu'ils ne me font pas peur. Et je n'ai pas peur des fantômes, des zombies ou des vampires. Les scientifiques qui étudient mon trouble ont placé des électrodes sur ma tête et m'ont fait regarder des scènes des films les plus effrayants. Grâce à ces électrodes, ils pouvaient voir ce qu'il se passait dans mon cerveau en temps réel. Les tests ont démontré qu'il n'y avait aucune activité dans la partie de mon cerveau liée à la peur. Il fallait s'y attendre, mais maintenant, c'était prouvé scientifiquement. Une autre chose que tout le monde aime et que je n'aime pas, c'est de faire des montagnes russes. J'ai cédé à la pression de mes pères une fois et j'en ai fait une, même si je savais que je n'aurais pas peur. Ils ont perdu leur voix à force de crier. Moi, en revanche, je me suis juste ennuyée. Maintenant, vous connaissez tous les détails de mon histoire. La peur nous tient à l'écart du danger. Elle est donc importante pour notre survie. Mais malgré tous les inconvénients, voudriez-vous quand même être à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Partager tout ça avec vous m'a fait beaucoup de bien. Bye bye!